Bien bonjour et bienvenue sur ce non-épisode du podcast créatif de La Pivoine Noire. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo La Pivoine Noire sur Ravelry sur Instagram. J'ai également un blog, lapivoinenoire.wordpress.com. Vous pouvez retrouver des informations concernant mes épisodes de podcast, mais aussi plein d'autres choses. Donc allez voir, c'est assez indépendant du podcast en réalité. Alors aujourd'hui ce n'est pas un épisode de podcast, en fait j'ai été taguée par Julie du podcast Keep Calm and Knit pour répondre au tag tricot qui a été créé par Caroline de Épaulettes. Voilà, toutes les informations. Là je suis pas dans mon décor habituel parce que encore une fois c'est un peu compliqué pendant les vacances. Je filme avec mon nouvel appareil, j'espère que l'image est bien. Je n'ai pas de retour caméra donc je ne sais pas du tout si c'est beau, j'espère. Et comme il y a quand même pas mal de questions, on va attaquer tout de suite. Alors, j'ai mis les questions sur mon iPad. Alors, la première c'est le tricot, pourquoi, comment as-tu commencé? Alors, j'ai commencé en fait très jeune, puisque je ne me rappelle même pas en fait de quand est-ce que j'ai commencé. Ma grand-mère tricotait très très bien. Ma mère a toujours tricoté un petit peu comme ça pour s'amuser, mais pas très régulièrement. Et on m'a vite appris à tricoter, à faire la maille en droit, la maille envers, et puis voilà. Je montais même pas mes mailles à l'époque, puisqu'en fait c'était ma mère ou ma grand-mère qui me montait mes mailles. C'était pour m'amuser, pour apprendre à faire quelque chose, et puis pour m'occuper quoi. Au départ, ça n'a pas été une passion tout de suite, c'était vraiment un petit loisir comme ça d'enfant, comme j'avais fait un peu de point de croix pour rigoler. Comme je faisais des petits bracelets avec des perles ou de la pâte à modeler quoi. C'était vraiment dans cet esprit-là. Qu'est-ce que t'apporte le tricot? Alors, je fais des études longues, je lis beaucoup, je dois apprendre beaucoup de trucs. J'ai pas beaucoup de choses à faire techniquement. Donc, je pense que j'avais besoin vraiment d'un truc manuel pour changer d'occupation, de ce que je fais d'habitude. C'est quand même super agréable de réussir à faire quelque chose avec ses mains. Moi j'adore ça. Donc ça m'apporte vraiment on va essayer de formuler ça bien. Ça m'apporte la satisfaction d'avoir quelque chose que j'ai fait, moi, de bout en bout. Et oui, voilà, c'est gratifiant en fait. Voilà, c'est ça déjà. C'est gratifiant. Et puis qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'a apporté déjà l'immense communauté tricotesque. Ça m'a apporté les vidéos YouTube que j'adore faire. Ça m'a apporté plein de rencontres. Donc au-delà du tricot, passer une maille par-dessus l'autre, ça m'a apporté humainement énormément. Ça a l'air débile de dire ça, mais je sais que vous savez. Ton premier ouvrage, alors là, je peux pas dire. J'en ai aucune idée, je m'en rappelle pas. Ça devait être un truc pour poupée avec plein de trous et des mailles de moins en moins puisque j'en perdais tout le temps. Mais j'en ai aucun souvenir. J'ai commencé tellement jeune que je me rappelle pas du tout. Une vraie séance tricot, où, quand, comment, combien de temps? Alors justement, ce que j'aime bien dans le tricot aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire une séance, si vous voulez. C'est nomade, tu peux faire un rang ici, un rang là-bas. Tu peux t'asseoir 1 heure avec un podcast et tricoter avec une série, te concentrer à fond sur ta dentelle et ne rien faire d'autre et ne penser à rien d'autre. Et tout ça dans la même journée. C'est ça que j'aime bien. Donc il n'y a pas... Une séance tricot pour moi ça n'a pas tellement de sens parce que justement ce que j'aime c'est que c'est presque compulsif. Et finalement je tricote plus quand j'ai pas le temps que quand j'ai le temps. Ah oui. Donc, un endroit dédié, pas du tout justement, je tricote partout tout le temps. Je tricote chez moi, à mon canapé, je tricote dans mon lit, je tricote dans la rue, dans le métro, dans le bus, dans le train, dans la file d'attente, je tricote partout tout le temps. Donc voilà. Donc j'ai pas d'endroit dédié, décidément pas. Aiguille droite ou circulaire? Alors j'ai commencé sur les aiguilles droites, comme tout le monde je pense. Mais je préfère vachement les circulaires parce que voilà, déjà ça c'est quand même beaucoup plus nomade les aiguilles circulaires. Sinon c'est impossible de tricoter dans le métro sans donner des coups de coude à son voisin. Pendant longtemps, quand je connaissais pas les aiguilles circulaires, je faisais du crochet dans le métro parce que justement c'était quand même moins envahissant.
Et puis ça permet d'avoir quand même beaucoup plus de mailles sur les aiguilles de façon agréable, parce qu'on peut tasser évidemment, mais c'est un peu pénible. J'en suis où? Circulaire ou 4 aiguilles? Alors ça dépend pourquoi. Pour les chaussettes c'est définitivement circulaire. Sinon pour ce qui est plus volumineux, un bonnet ou les manches d'un pull, je préfère 4 aiguilles. Je trouve ça plus pratique quand c'est plus gros, alors que pour moi le Magic Loop et les aiguilles circulaires c'est quand même plus pratique sur les petites choses. Voilà. Magic Loop ou aiguille 23 cm. Alors pour moi c'est Magic Loop, pas par choix mais en fait par défaut. J'ai jamais essayé les 23 cm. Tout simplement parce que le Magic Loop me convient, donc j'ai pas cherché autre chose. Et d'autre part, ne serait-ce que par curiosité, j'ai regardé. Et les 23 cm de Yaya, elles sont en... comment ça s'appelle? En métal. Et moi j'aime pas le métal. Je préfère vraiment le bois. Ceci dit, j'ai vu qu'il en existait aussi en bambou. Donc éventuellement j'essaierai en bambou. Je sais que ma mère a envie d'essayer de faire des chaussettes, mais elle est assez rebutée par le Magic Loop. Donc je pense que je lui commanderai des Yaya métalliques normales en 23 cm pour qu'elle essaye. Et si je trouve celles en bambou en même temps, je me les prendrai peut-être. On verra. Mais c'est pas je ressens pas le besoin, c'est juste la curiosité. Quelle est ta taille d'aiguille préférée? Alors pendant très longtemps, à l'époque où je ne tricotais que fil d'art, des modèles fil d'art en séparé qu'il fallait coudre à la fin, je ne regardais même pas le modèle s'il fallait le tricoter en plus petit qu'en 4,5 pour un pull. Parce que je trouvais ça trop long. Faut dire que je tricotais un rang par-ci, un rang par-là. Je faisais peut-être 2 pulls par an maximum et c'était tout. C'était pas du tout une passion comme ça l'est aujourd'hui. Maintenant, les petits diamètres ne me dérangent pas du tout. J'ai aucun problème à faire un pull en 3,5. J'ai aucun problème à tricoter mes chaussettes en 2,25. Je suis plus du tout effrayée par les petits diamètres. Et au contraire, les gros diamètres me gênent plus maintenant. Ça me fait plus mal aux mains. Quand j'ai acheté mon kit, j'ai comparé plusieurs kits. Et j'aimais bien le mien parce qu'il allait du 3,5 au 8. Et je me disais que sinon les gros diamètres allaient me manquer. Et que j'allais devoir les acheter à part. Et finalement, je crois que je n'ai jamais utilisé mes aiguilles 6, 7 et 8 depuis que je l'ai, ce qui fait un an tout juste d'ailleurs. Voilà. Donc ma taille d'aiguille préférée, peut-être 3,5 ou 4. C'est de l'eau de coco. C'est très très bon. Ouais, je dirais 3,5 ou 4 pour un pull. J'aime bien. Et pour les chaussettes, c'est 2,25 qui me convient, ça c'est clair et net. Après, pour ce qui est bonnet, autre chose, ça dépend du modèle quoi, j'ai pas de taille d'aiguille préférée. Alors, quelle est ta marque d'aiguille préférée? Alors moi je tricote avec des Knit Pro. J'ai essayé les Yaya de ma mère, j'ai pas du tout aimé. Je trouve les aiguilles trop légères, on les sent pas dans la main, enfin, c'est pas agréable, j'aime pas le métal. J'aime pas le câble non plus qui est trop souple, je trouve qu'il rebique, c'est presque gênant. J'aime beaucoup les Knit Pro en bois. Le bois c'est parfait pour moi. Les Knit Pro, il a un câble qui a la rigidité qui lui permet de rester rond quoi, et de pas faire des boucles dès qu'il n'y a pas assez de mailles sur les aiguilles. Donc moi ça me convient très très bien. J'ai pas essayé Lang, j'ai pas essayé Chiagu, Adi, tout ça, donc je peux pas comparer. Mais j'ai été suffisamment satisfaite de mon kit Knit Pro pour rester comme ça. Donc voilà. Alors... ta marque d'aiguille, ça on a dit. Quelle est ta matière préférée? Ma matière préférée, alors je tricote beaucoup en mérinos. Voilà. J'aime bien mérinos et soie, ça dépend des projets, hein, vraiment. Je vais faire, j'espère bientôt, un pull avec, entre autres de la MCN, que j'aime beaucoup, que je trouve très douce et j'aime bien les petits peluches que ça fait avec le cachemire autour. Mais sinon, hein, globalement, si je sais j'ai pas d'idée précise, je vais aller vers le mérinos et ça me convient très bien, c'est doux à souhait, ça convient à quasiment tous les projets, donc je suis... Mérinos, ouais, c'est bien. Puis en plus c'est facile à trouver, donc pourquoi t'en rêver? Laine single ou retordue? Alors, je vais prendre, si j'ai le choix, je vais plutôt prendre de la retordue en me disant que ça s'adaptera mieux à n'importe quel projet, alors que la single... ça a toujours ce petit côté délicat
qui me laisse perplexe, même si j'ai jamais eu de problème avec une laine single qui aurait mal vieilli. Bon, après s'il y a que single, je vais prendre single, ça va pas me déranger plus que ça. C'est juste une petite appréhension qui va me dire joue la sécurité, prends la retordue, c'est plus simple. Mais sinon, pas de préférence particulière. Voilà. Juste un peu trouillarde. Alors, ça m'a dit, quel avis sur l'acrylique? Bah, aucun. Enfin, voilà, l'acrylique, ça sera moins chaud que de la laine. Alors après, ça dépend si vous voulez faire votre pull d'hiver en acrylique. C'est peut-être moins judicieux. Maintenant, si c'est pour un pull de mi-saison, l'acrylique, justement, ça permet d'avoir l'aspect maille sans étouffer. Ça va être plus lavable et plus durable dans le temps, donc ça dépend si vous faites pour un enfant. C'est peut-être pas la peine de prendre du cachemire. Donc j'ai rien contre l'acrylique en soi, c'est une alternative, c'est juste une autre matière qu'on peut utiliser qui a ses caractéristiques, et en fonction de ce que vous voulez faire, ces caractéristiques, elles vous intéressent ou au contraire, elles vous rebutent en fonction du projet. Après, le seul problème que j'ai avec les marques qui font de l'acrylique, c'est le prix qu'elles pratiquent. Ça revient aussi cher finalement de tricoter en acrylique avec certaines marques que en laine, donc je comprends pas bien ce qui justifie ce prix là. Voilà, c'est ça qui me chagrine un peu. Après voilà, je l'achète juste pas cette laine, c'est tout. Quelle est ta marque de laine industrielle préférée? J'aime bien Lang. J'ai une très bonne expérience avec Lang que je trouve très sympa. Qui a une gamme assez étendue avec de l'acrylique mais aussi d'autres matières intéressantes, donc j'ai bien aimé. J'aime beaucoup aussi, comment elle s'appelle cette... J'ai un trou de mémoire, je vous le mets en dessous. Donc ça, je trouve ça assez sympa, ils ont pas mal de laine aussi assez intéressante avec des couleurs qui sont très très jolies. Maintenant, s'il fallait choisir, je dirais peut-être Lang quand même. Ouais. Ce sera la Lang pour moi. Quelle est ta marque de laine teinte à la main préférée? Ça c'est plus dur parce qu'elles sont toutes tellement différentes. Et alors, ce que j'ai utilisé le plus, c'est la Féfil, que j'aime beaucoup. Je suis jamais déçue. Je trouve les couleurs très sympas, les matières très très chouettes. Donc voilà. Après, pour le système de vente, bon, ça m'a jamais posé problème. Je me suis pas mal fournie aussi en salon, donc ça c'est plutôt cool. Sinon, j'aime beaucoup Hedgehog. Je l'ai tricoté qu'une seule fois parce que ça a quand même un coût. Mais je trouve les couleurs magnifiques. Vraiment, vraiment très très belles. Et je dois dire que récemment, là, quand ils ont changé de base, c'est moins doux, mais c'est une marque quand même qui se soucie de savoir d'où vient sa laine, comment elle est obtenue, et ça, personnellement, ça me touche. Donc, j'aime encore plus Hedgehog depuis. Et sinon, il y a évidemment Lily Neige, qui est juste le modèle parfait pour moi parce que vraiment la qualité de la laine est extraordinaire, extraordinaire, vraiment sans pareil pour moi. Les couleurs sont superbes, pareil, il n'y a rien qui ressemble à ça. Et connaître le nom des animaux, d'où vient la laine, ça a quand même un charme que j'aime beaucoup. Et quand je tricote, ça me fait voyager, vraiment j'ai l'impression d'être là-bas. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que à choisir dans tout ça, pour l'équation presque parfaite, je prendrais quand même Lily Neige. Quels sont tes revendeurs préférés en ligne et boutique physique? Alors j'aime beaucoup Oisiveté parce que c'est facile d'accès, je suis pas très loin de là-bas, il y a quand même pas mal de choix et puis on peut voir la laine en vrai. Sur internet, le plus souvent j'ai commandé sur Laine et Tricot, je crois. Après, les sites des vendeurs indépendants me vont très bien. Donc en fait moi tant que je trouve la laine je suis contente, j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec un site ou avec une boutique. Donc c'est difficile à dire, elles sont pour moi presque toutes au même niveau, donc voilà. C'est pas très intéressant comme réponse que je viens de faire, mais j'ai pas mieux, donc désolée. Quelle laine as-tu envie de découvrir? Alors je crève d'envie de découvrir les vilaines,
j'ai très envie, en fait j'ai une envie très spécifique. J'ai envie de faire le pomme de pin cardigan avec une base de chez Vilaine, je me rappelle plus du nom, mais je me souviens du coloris que je voulais. Le coloris c'était Pelage de Belette, que je trouve magnifique. C'est un marron beige superbe, mais le souci c'est que alors d'habitude la personne qui fait ça teint sur commande, donc j'aurais pu demander exactement ça, mais là elle vient d'avoir son petit bébé, donc évidemment elle ne prend pas les commandes. Il va falloir que j'attende un petit peu, que je sois patiente, mais quand on a une envie aussi exacte que ça, c'est quand même un peu frustrant. Voilà, mais je n'en démords pas et je commanderai dès qu'elle reprendra son carnet de commandes. Il n'y a aucun souci là-dessus, je veux voir ça en vrai. Quelle est la taille de ton stash? Alors, si vous avez vu mes autres vidéos, celles de mon podcast, vous voyez le petit meuble gris qui est à côté de moi, c'est mon stash. C'est mon stash des chevaux entiers en fait. Toutes mes pelotes et chevaux entiers sont là, ceux qui ne sont pas attribués à un projet que je suis en train de tricoter, tout est là. Il y a aussi un panier, deux paniers de reste de laine. Donc ça, voilà, deux petits paniers à peu près de cette taille-là. Voilà. Et sinon, en fait, quand je démarre un projet, mettons que c'est un pull qui demande 3 écheveaux, je sors les 3 écheveaux en même temps de mon stash et je mets dans un sac à projet avec les aiguilles et tout ça. Et je vais commencer l'ouvrage. Donc vraiment, ce meuble-là, c'est mon stash des chevaux entiers, dont je n'ai pas démarré le projet. Voilà. Donc je suis assez raisonnable, il n'y a pas des chevaux qui traînent depuis trop longtemps. Ils ont tous moins d'1 an sûr. Donc voilà, c'est un stage assez raisonné, donc ça va, je suis contente. En fait, si j'ai trop de choses, ça me panique. Globalement, dans ma vie, j'ai eu tendance à accumuler beaucoup de trucs, à rien jeter. Et là, ça commence à me paniquer. Je vois plus rien et on profite de rien du tout en ayant autant de trucs dont on ne sait même pas où on les a mis ou même simplement qu'ils existent. Donc voilà, maintenant j'arrête d'acheter à tour de bras des trucs et d'autres. Donc voilà, pour la laine pour l'instant ça marche bien, il n'y a pas de souci. Ça fait un moment que j'en ai pas acheté d'ailleurs. La dernière fois, ça devait être fin juin. Ouais, c'était fin juin la dernière fois. Donc voilà, là on est le 6 août peut-être. On est le 6 août. Donc ça fait un petit moment. Ça fait plus d'1 mois et j'ai pas l'intention d'en racheter du tout d'ici la fin du mois d'août. Donc voilà, je le vis bien, mon absence d'achat de laine. Je me force pas, j'ai juste suffisamment de laine pour tricoter plein de trucs. Et j'ai pas envie de blinder mon stash. Hors de question que j'achète des écheveaux qui rentreraient pas là-dedans. Voilà. Pour moi, ça n'aurait aucun sens. Et ça serait plus la panique qu'autre chose pour moi. Mais voilà, ça c'est mes névroses perso. Comment choisis-tu ta laine? Alors je choisis ma laine en fonction de la matière, Souvent je pars d'un projet, j'ai envie de faire un projet. Donc je vais voir quel métrage, quelle taille de grosseur de fil il me faut et en général j'ai une idée un peu précise de quel genre de couleur j'ai envie d'avoir. Donc là je vais chercher, plus ou moins d'ailleurs, où je me dis tiens j'aimerais bien avoir ça. Et quand je le verrai passer, je le reconnaîtrai et à ce moment-là je le prendrai. Je le cherche pas hyper activement parce que j'ai quand même de quoi tricoter pendant un petit moment pour l'instant. Sinon si je vais vraiment voir une laine qui me plaît énormément et je ne sais pas quoi en faire, éventuellement, ça arrive rarement mais ça arrive, je vais l'acheter. Et ensuite je vais chercher assez activement ce que je peux faire avec, quels écheveaux je vais pouvoir lui associer. Donc le plus souvent c'est raisonné et c'est dans un but précis. Mais ça arrive que ça ne le soit pas, et dans ces cas-là, j'essaye quand même de trouver assez rapidement ce que ça peut devenir. Parce que sinon j'ai l'impression d'utiliser l'espace de mon stash, enfin de gâcher de l'espace de stash pour un truc qui va rester prendre la place juste et qui servira jamais à rien, et qui va m'empêcher d'acheter des laines dont je pourrais faire quelque chose si j'avais été plus raisonnable. Je sais pas si vous me suivez, mais voilà, ça serait plus envahissant qu'autre chose si je faisais ça. Donc j'évite. Mais c'est vrai que des fois on voit une très très belle laine. Bon. Voilà, je pense que ça répond à la question. Mais j'ai bien conscience que c'est trop raisonnable
est sérieux pour être intéressant à regarder. J'espère que vous ennuyez pas trop. Un no-bag est-il envisageable? Bah oui, de fait, j'ai répondu en fait, puisque oui. Là, j'ai rien acheté et ça va. Je suis juste contente de ce que j'ai, voilà. Tu tricotes lâche ou serré? Normalement ni l'un ni l'autre. Pour la première fois de ma vie, pour mon portage, l'échantillon était mauvais, et sinon, il a toujours été pile dans les clous. C'est comme ça, j'y suis pour rien. Je me rappelle d'une fois où j'achetais de la laine Fida, et la vendeuse m'a demandé si je tricotais lâche ou serré, et je lui ai dit, bah ni l'un ni l'autre. Mon échantillon, il est toujours bon. Et là, elle m'a répondu d'un air tellement hautain, mais c'est pas possible, on tricote forcément plus lâche ou plus serré que la personne qui a créé le patron. Moi j'ai fait un stage de tricot et les échantillons entre les personnes, ça n'avait rien à voir. Je fais ok, très bien, toi d'accord, mais si la personne qui a fait le patron, elle tricote d'une façon, il y a bien quelqu'un d'autre dans le monde qui tricote de la même façon, manifestement c'est moi, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça me glorifie pas de tricoter ni lâche ni serré, ça ne me met pas en valeur, je fais pas ça pour me rendre intéressante, c'est juste comme ça. No panique. Échantillon, bonne ou mauvaise élève? Bah plutôt bonne, je le fais l'échantillon quand c'est pour un vêtement, un pull, un gilet ou voilà. Je le fais, je le bloque, je le lave sans l'épingler parce que si je tire dessus ça n'a pas de sens. Donc je le lave, je le mesure juste pour voir ne serait-ce que la laine, des fois elle fait pas un effet qui convient, elle gonfle trop ou voilà. Donc ça me permet de voir le rendu que ça va être quoi qu'il en soit déjà, et ensuite ça me permet de vérifier la taille d'aiguille. Et effectivement, une fois dans ma vie ça m'a servi pour le portage, donc je suis contente d'avoir gardé cette habitude. Voilà, c'est pas un investissement tellement colossal que je le fasse pas, quoi. C'est pas assez dissuasif pour moi, pour ne pas le faire, par rapport à ce que ça m'apporte de voir le rendu de la laine, comment elle donne lavée, comment elle donne tricotée, la couleur, si elle n'est pas uniforme, comment ça donne quand c'est avec les mailles, voilà. Donc, ouais, moi ça me dérange pas l'échantillon. Pour ou contre le blocage? Alors, quand je vois cette question, je me demande si j'ai vraiment compris ce que c'est que le blocage. Pour moi, le blocage, c'est tu laves ton tricot et tu le fais sécher à plat. Alors je vois pas comment on peut être contre ça. Comment on peut être contre laver ses vêtements, je sais pas trop. Alors est-ce que par blocage on entend le fait de tirer sur la laine? Mais là aussi je vois pas comment on peut être contre, parce que si vous faites de la dentelle et que vous tirez pas dessus, bah on voit pas la dentelle. Alors pourquoi en faire? Ou alors vous faites pas de dentelle et dans ces cas-là il n'y a pas besoin de tirer, donc il n'y a pas... Enfin... Je crois que j'ai pas compris la question. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Ça c'est dur comme question. J'hésite entre le châle que j'ai fait pour ma mère qui était immense, qui m'a demandé énormément de temps tout en dentelle, ou le châle que j'ai fait pour ma grand-mère, qui est peut-être moins impressionnant mais qui est le premier truc que j'ai fait avec de la laine que j'ai teinte moi. Donc voilà, un de ces deux-là. Parce que le reste finalement, je me sens pas forcément fière de les avoir réalisés parce que j'ai juste suivi des instructions, vous voyez, qui étaient pas... ça me semblait pas insurmontable ou tellement compliqué. J'ai suivi ce qui était décrit, et c'est tout. Donc voilà. Ce qui me rend fière peut-être, ouais, c'est la longueur du projet ou le fait d'avoir utilisé de la laine que j'avais faite moi. Ça oui, ça me rend fière. Donc voilà, je dirais un de ces deux-là. Quel est ton pire boulet? Mon pire boulet, ça fait peut-être 3 ans qu'il est là. C'est un pull fil d'art, le dernier que j'ai commencé, qui est infect. Infect parce que déjà le modèle était faux au départ. Si vous suivez les instructions, vous avez exactement le contraire du motif qui est censé apparaître. Donc voilà. J'ai dû le recommencer donc plusieurs fois avant de me rendre compte que les explications étaient fausses. Et à la fin il va falloir coudre et j'ai aucune envie de faire ça, vraiment. Ouais, je crois que je l'ai commencé il y a 3 ans. La dernière fois que j'y ai touché, ça devait faire 1 an et demi. Et je n'ai aucune intention de reprendre. Donc il est quelque part, sans doute. Je ne suis même pas sûre de savoir où. Donc je crois que je ne vais même pas faire l'effort de le chercher pour le défaire. Je vais pas récupérer la laine, donc on va le laisser dormir là où il est. Et le jour où je le retrouve, je déciderai de son sort. Voilà. As-tu déjà patronné? Non. Non, j'ai jamais patronné. J'en vois pas trop l'utilité.
Donc je me suis pas posé la question, mais je suis admirative du travail de patronage et j'aime énormément quand Mélina nous raconte un peu ce qu'elle fait. Je trouve ça vraiment passionnant. Mais moi le faire, jamais. Avoir envie de le faire, non plus. J'en ai pas besoin, donc voilà, je me suis pas posé la question. Ton dernier coup de cœur pour un patron, le Soften de Lily Comme Tout. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Très beau comme châle. Le point était très beau, la bordure était magnifique, une lisière superbe, des rangs raccourcis, tout était là pour que ça soit agréable. C'était très bien expliqué, donc je dirais que c'est celui-là. Ouais, franchement je dirais que c'est celui-là. Vraiment je vous le recommande, il n'a pas été tricoté beaucoup de fois, ça me surprend beaucoup, parce qu'il est vraiment super chouette. Donc allez voir. Et je suis sûre que vous avez quelque chose dans votre stage qui rendra très bien. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce modèle. Ouais, vraiment c'est le Soften de Lily Comme Tout. Coup de cœur absolu, je pense. Teinture, filage, tissage. Alors, teinture, oui, j'en fais. Pas très régulièrement parce que j'en fais pour moi, pour rigoler, et que j'ai pas envie encore d'accumuler dans mon stage, donc. Tissage, j'ai essayé, ça m'a pas plu plus que ça. Donc voilà. Filage, je sais pas si ça m'amuserait plus que ça, pourquoi pas essayer, mais est-ce que j'en ferai régulièrement? Je crois pas. Donc voilà, ouais, c'est... Ça a l'air agréable à faire, mais je crois pas que j'en ferai régulièrement, donc c'est pour ça que je me suis pas laissé tenter encore. Mais c'est vrai que la teinture c'est quand même assez rigolo, et j'aimerais en faire plus, mais voilà, je vais pas teindre des piles des chevaux et ne rien en faire, donc voilà. Pour l'instant c'est comme ça, j'en offre avec plaisir, parce que ce que j'aime en fait beaucoup, c'est réussir à deviner exactement ce qu'aimerait avoir une personne. La représenter presque en écheveau en fait, avec ses goûts, tout ça, ça me plaît énormément. Donc voilà. Tes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Alors elles sont tricotées de la pointe. Je monte 24 mailles. Ensuite j'augmente pour obtenir 64 mailles en tout. Le talon, ce que je préfère faire, c'est le fish lip skissil, parce que c'est celui que je connais le mieux et que je peux faire de tête sans avoir à réfléchir. Et ensuite je les fais pas trop hautes sur la cheville parce que de toute façon ça me gêne quand ça monte trop, donc je les baisse, donc aucun intérêt à tricoter plus que ça. Donc voilà, c'est ça que je préfère. Je tricote pour moi ou pour les autres? Bah les deux en fait. J'aime bien tricoter pour moi évidemment, j'aime bien tricoter pour les autres aussi. J'ai tricoté pour ma soeur, j'ai tricoté pour un bébé de mon entourage, j'ai tricoté pour ma mère, pour ma grand-mère, j'ai tricoté pour une amie de ma soeur aussi, enfin bref. J'ai aucun problème à tricoter pour les autres, au contraire, ça me permet de tricoter sans accumuler des choses, donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien. J'ai aucun problème à offrir ce que j'ai fait. Évidemment, il faut que ça soit quelqu'un qui comprenne le temps, l'investissement, et voilà, que c'est un cadeau qui... j'ai pas fait quelque chose moi-même à la main, par radinerie ou par... voilà. Au contraire, c'est quelque chose qui a énormément de valeur, et si la personne a conscience de ça, j'offre avec grand plaisir. Une anecdote tricotesque. Je crois pas que je vous ai raconté ça, mais quand j'ai fait mes moufles cet hiver, j'emmenais mon tricot avec moi à l'hôpital pour tricoter à ma pause déjeuner. Et donc mes moufles, c'était un truc très simple, hein, vraiment. L'avantage, c'était que j'avais pas besoin de faire des raccords de pelote, puisqu'avec un écheveau, j'avais largement de quoi faire une moufle entière et la deuxième moufle aussi. Donc c'était vraiment super, il y avait juste qu'un fil à rentrer à la fin, c'était topissime comme projet. Et mon père pouvait me déposer un matin, donc j'en profite, c'est plus pratique que de prendre les transports et de se geler à attendre le bus, c'est en hiver. Et donc il me dépose devant l'hôpital, je sors de la voiture part, et là je sens une résistance sur mon sac à main, je me dis mais qu'est-ce qui me tire le sac? Je me retourne, j'entends un clac, et là je vois la voiture de mon père avec
un petit bout de laine qui dépasse de la portière. Et je vois de mon sac qui dépasse un autre bout de laine, cassé donc. Et en fait, j'avais la moufle que j'avais commencé dans le sac. La pelote avait dû tomber de mon sac quand je me suis assise dans la voiture. Donc j'avais le début de moufle dans mon sac, la pelote dans la voiture, et ça s'était coincé en fait dans la portière quand je suis descendue. Et quand la voiture est partie, ça a cassé le fil. Alors j'ai eu de la chance que ça fasse pas carrément sortir le début de ma moufle de mon sac à main qui aurait été traîné sur des kilomètres, voilà. Mais j'étais un peu dégoûtée déjà de ne pas avoir mon tricot pour le midi, et d'autre part de devoir faire un raccord de pelote alors que j'aurais pas eu besoin d'en faire normalement. Donc voilà, c'était très triste comme histoire. Quelles sont tes autres activités créatives? Et ce sera la dernière question. Alors mes autres activités créatives, je fais un peu de broderie, un peu. Je fais de la couture, beaucoup en ce moment, moins dans l'année parce que là pour le coup ça demande de faire une séance vraiment. Parce qu'il faut choisir le modèle, choisir le tissu, décalquer le modèle, couper les pièces de tissu. Ensuite, il faut faire l'assemblage avec repassage, donc ça demande un peu d'installation là où on s'installe. Ça demande un peu d'installation. Ça demande un peu d'installation. Bon. Il faut quand même la machine à coudre, il faut quand même le faire à repasser. Déjà. Ça demande quand même pas mal de trucs, hein. Globalement. Il faut avoir la bonne aiguille pour la machine à coudre, le fil assorti. Faut prélaver le tissu si c'est une matière naturelle. Voilà, c'est un peu plus long, mais là comme je suis en vacances, je couds à qui mieux mieux, dans l'année beaucoup moins, mais voilà. Sinon j'aime bien cuisiner, des plats salés, de la pâtisserie, de tout, ouais. J'aime beaucoup faire ça aussi, j'en fais pas très très souvent, mais quand ça me prend, ça me prend. Autrement, qu'est-ce que je fais d'autre? En activité créative, je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal. Je fais un peu de crochet, ça dépend. Et j'ai pas, le crochet c'est pas du tout comme le tricot où il faut que j'enchaîne les projets et sinon ça me manque. Je vais faire un truc, il peut s'écouler plusieurs mois sans que j'en fasse pas du tout, et puis quand je vais voir un projet qui m'intéresse, bah, je vais le faire. Voilà. C'est plus, ah bah c'est en crochet, bon bah on va le faire en crochet, mais c'est pas, j'aime pas spécialement juste faire du crochet, c'est pas quelque chose qui me séduit particulièrement, ou qui me manque si j'en fais pas. Voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà, c'est déjà pas mal, c'était un long tag, j'ai du mal à me rendre compte un peu de ce que ça va rendre. J'espère que vous allez apprécier la qualité de l'image, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vais troguer à mon tour, donc je vais taguer à mon tour 3 personnes, mais il faut que je regarde exactement qui a tagué qui depuis que Epaulette a lancé le tag, pour éviter de faire une redite. Donc, le nom des personnes que je tag s'affiche maintenant. Voilà. Donc j'espère que vous jouerez le jeu, que vous répondrez aux questions et que vous continuerez à propager ce petit tag qui est très sympathique. Ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Et si vous avez suivi un peu ce qui se passe sur ma chaîne, vous avez vu que j'expérimente quand même des trucs en ce moment. Et c'est pas fini, je prépare une vidéo en ce moment même qui est en cours de montage. Voilà, tout est en préparation pour faire des choses un peu différentes. Voilà, j'avais envie de tester des trucs. YouTube c'est quand même un truc assez formidable et j'aime beaucoup cet outil. J'ai envie d'expérimenter plein de choses, de voir ce qui vous plaît, ce qui me plaît, ce qui marche bien, ce qui rend pas comme j'avais voulu, voilà. Essayez des trucs, vraiment c'est un terrain de jeu qui me semble assez infini pour l'instant. Donc voilà. Bref. Merci Caro pour cette idée, parce que je trouve ça vraiment super. Merci à Julie de m'avoir tagué, je suis vraiment super contente d'avoir pu le faire. J'espère que ça vous plaira, je vous fais plein de bisous, et puis à la prochaine.